Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 11 avril 2023. À la une de l'actualité de ce jour, si 13 millions d'électeurs étaient l'objectif de la CENI pour être inscrits dans la nouvelle liste électorale, 70% de cet effectif sont actuellement atteints lors de l'arrêtage provisoire de la liste ce jour. Par ailleurs, les inscriptions sur la liste électorale auprès de chaque Foukountain se poursuivent jusqu'à sa clôture définitive. La liste est transmise auprès du bureau des Foukountain à partir d'aujourd'hui pour vérification et pour d'éventuelles réclamations. C'est Sylvain sur les images de Sitch à Djianabou. 193 jours après le début de la refonte totale de la liste électorale, la liste provisoire a été achevée et l'on sait que le nombre d'électeurs inscrits est actuellement de 9 623 662 sur l'ensemble de l'île. 13 593 006, c'est l'objectif fixé par la CENI à inscrire sur la liste électorale au début de la refonte. Ainsi, 70,80% ont été atteints jusqu'à présent. Madin compte le plus grand nombre de personnes inscrites sur la liste électorale et Fianarantsoa se trouve en deuxième place. Pour Antananarive particulièrement, le nombre d'électeurs inscrits provisoirement est de 3 45 500. D'autre part, 66 000 noms sont revenus 2 fois et 379 161 identités ont contenu des anomalies et nécessitent d'être revisées. En outre, les citoyens ont 20 jours pour effectuer des vérifications auprès des bureaux de Foukountain où les listes provisoires seront transmises. Par ailleurs, les réclamations et les demandes de correction sont à effectuer jusqu'à 6 mai prochain selon les explications. À noter que les inscriptions sur la liste électorale se poursuivent toujours auprès de chaque Foukountain. Le nombre d'accidents de la circulation causant des pertes de vie humaines durant le week-end de Pâques a diminué dans la zone sous la juridiction de la gendarmerie nationale qui comprend les 4 régions de la province d'Antananarive, selon le rapport publié par la gendarmerie nationale aujourd'hui. Par ailleurs, cette dernière a obtenu 2 résultats importants en matière de lutte contre l'insécurité, selon toujours ce rapport. Mervoulat Sferen et Sech Hadji Anassi. Une personne a perdu la vie suite à un accident de la circulation à Antanet-Pemazaz durant le week-end de Pâques cette année dans la zone sous la juridiction de la gendarmerie nationale comprenant les 4 régions de la province d'Antananarive, à savoir Analamang, Itas, Vaknakarach et Ponglav. S'il y a eu 2 personnes décédées l'an dernier, selon le bilan de la gendarmerie nationale d'Antananarive. Par ailleurs, aucun cas de noyade n'a été recensé. Selon le même rapport, 2 résultats se sont démarqués pour la juridiction de la gendarmerie nationale d'Antananarive durant le week-end pascal. L'un concerne le tristement célèbre Jafar, qui a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, laquelle s'est soldée par la mort de ce dernier, et l'autre lors d'une attaque le 7 avril dernier, où 3 criminels ont été tués à la suite d'un affrontement avec la gendarmerie à Njanmiel à Rivunmam. Par ailleurs, l'activité qui vise à l'instauration de la paix pendant la période de vacances de Pâques se poursuit toujours, selon la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale appelle également à la coopération de tous pour informer immédiatement la gendarmerie en cas d'incident suspect. Dans un tout autre sujet, 3 projets inclus dans les 31 innovations portées par la douane, l'analyse dynamique des risques, l'extension du data warehouse et la mise en place des gestions humaines sont financés par le gouvernement coréen à hauteur de plus de 5 millions de dollars. Cela a été officiellement lancé aujourd'hui et la collaboration durera 4 ans. La mise en place de ces projets sécurisera davantage les recettes douanières et accroîtra la compétitivité du secteur privé. Rodrixel Rakout Malal sur les images de Yves Chanel. Si avant, le passage des marchandises dans le circuit jaune était d'environ 2 jours et 5 jours dans le circuit rouge, cela sera réduit à quelques heures seulement après la mise en œuvre de la modernisation du cadre de gestion de risque. Et ce qui va nous permettre, comme ça a été évoqué, d'améliorer notre efficacité, tant sur les délais de dédouanement. On a fixé 3 heures de temps l'objectif que la douane s'est fixé pour dédouaner les marchandises en circuit jaune, 8 heures en circuit rouge, et le circuit vert, on sait que c'est liquidé automatiquement, mais en tout cas, ça va améliorer grandement. Un autre
entrepôt de données sera également mis en place, ce qui aura comme conséquence l'accès rapide aux informations et une meilleure analyse de la situation, notamment sur l'étude sectorielle des marchandises, l'analyse des infractions douanières, l'analyse de risques et l'aide à la prise de décision. Parmi les projets de modernisation de la douane également, la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines. Par les ressources humaines, il fallait voir comment gérer d'une manière digitalisée ces ressources. Il fallait qu'on ait une anticipation sur les affectations qui vont au niveau de la douane. Il fallait qu'on ait aussi une visibilité sur la gestion des carrières des agents douaniers et surtout pour avoir un outil qui va répondre d'une manière instantanée aux besoins en matière de ressources au niveau de la douane. La réalisation de ces projets est financée par le gouvernement coréen à hauteur de 5 163 000 $ dans le cadre de la trentenaire de la relation bilatérale entre les deux pays. Le projet durera 4 ans et la mise en place de ces projets sécurisera davantage les recettes douanières et accroîtra la compétitivité du secteur privé. Ensuite, la concrétisation d'une coopération effective entre le Sénat français et le Sénat malagasy a fait l'objet des échanges au Palais de Luxembourg le 5 avril dernier entre la délégation du Sénat de Madagascar conduite par le président du Sénat, Herman Anarasaf Maïf, et le groupe de sénateurs français amis de Madagascar, présidé par la sénatrice de La Réunion, Nassimi Dindar. Toujours lors de cette mission parlementaire de la délégation du Sénat à Paris, il a été décidé que dorénavant, le département des Yvelines sera un partenaire privilégié du Sénat de Madagascar en faveur des collectivités territoriales décentralisées. Par ailleurs, une discussion entre les sénateurs de Madagascar et les membres de l'exécutif français a également eu lieu. Les sénateurs français, issus de différents départements et régions de France, notamment de l'Île-de-France, des Yvelines, du Morbihan-Bretagne, de l'Ain, de la Bretagne, des Alpes-Maritimes, des Côtes-d'Armor, du Bas-Rhin, de la Réunion et de Mayotte, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération avec Madagascar. Une telle collaboration sera concrétisée par différents projets entre les régions de France et les collectivités territoriales décentralisées de Madagascar dans des domaines ciblés qui sont particulièrement la lutte contre l'insécurité, l'éducation et la valorisation du savoir-faire malagasy. L'objectif principal étant de soutenir et accompagner la population malagasy et de redonner à Madagascar, le plus grand pays et le pays le plus peuplé de l'océan Indien, une place de leader dans cette zone. Le président du Sénat de Madagascar et les sénateurs ont rappelé les liens d'amitié historiques et fraternels entre la France et Madagascar et leur disponibilité, au nom de tout le Sénat de Madagascar, à mettre en œuvre divers projets de partenariat, de coopération et de jumelage entre villes françaises et malagasy, ainsi que pour des donations diverses en faveur des collectivités territoriales décentralisées. Les ressources halieutiques, l'adduction d'eau, la formation, l'agriculture et l'élevage, l'eau et l'assainissement, la réforestation et l'énergie ont également été évoqués. Les deux Sénats se mettront très rapidement au travail dès le retour de la délégation au pays pour préparer l'organisation en 2024 des assises régionales entre les régions de France et les régions de Madagascar, avec la participation des opérateurs économiques et industriels des deux pays, dont un accord de principe a été donné au plus haut niveau par les présidents du Sénat des deux pays, Herman Anarasaf Maïf et Gérard Larcher. La délégation a eu également une entrevue avec la sénatrice Françoise Gattel, présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Par ailleurs, la délégation du Sénat de Madagascar a rencontré, durant sa visite officielle en France, le président du département des Yvelines, Pierre Bédier, avec lequel elle s'est entretenue avec des axes prioritaires de coopération entre ce département et le Sénat de Madagascar. Les deux parties ont ainsi décidé de mettre en place à Madagascar une institution de formation qui s'adresse à différents groupes de personnes comme les élus, les enseignants, les jeunes cadres, etc. et de se mobiliser pour la réforestation à Madagascar avec comme objectif la plantation d'1 million d'arbres. Il s'agit d'un objectif qui a été déjà fixé avec la sénatrice de La Réunion, Nassima Dindar, lors de la visite officielle du président du Sénat de Madagascar à La Réunion en février 2023. La question de l'urbanisme comme la réalisation de plans d'urbanisme et le traitement des déchets urbains
a également été évoquée durant cette rencontre. L'on sait qu'une délégation du département des Yvelines se rendra à Madagascar à la fin du mois d'avril 2023 pour avancer dans la réalisation de divers projets en faveur de Madagascar. Pour ce qui est de la rencontre entre le sénateur malagasy et l'exécutif français, en la personne de Chrysoula Sacharopoulou, secrétaire d'État chargé du développement, de la francophonie et des partenaires internationaux le 6 avril dernier, le thème prioritaire de la coopération décentralisée, objet principal de la visite officielle à Paris de la délégation du Sénat de Madagascar, conduite par le président du Sénat Herman Razafmaïev, a été au cœur de la discussion. Les deux personnalités se sont accordées que les collectivités territoriales décentralisées sont la base de la coopération financière entre la France et Madagascar, deux pays partenaires de longue date. Le secrétariat d'État est disposé à travailler en collaboration avec le Sénat de Madagascar pour la réalisation de plusieurs projets en faveur des collectivités territoriales décentralisées dans l'Agence française de développement, l'AFD, sous l'autorité de ce département ministériel, est parmi les premières entités de financement de projets de développement à Madagascar. Le sommet de la francophonie en France en 2024, les assises régionales entre la France et Madagascar en 2024, l'apprentissage de la langue française ont également été discutés lors de cette rencontre. La maladie de Parkinson est une maladie qui affecte les cellules cérébrales qui fabriquent la dopamine et elle apparaît sous de nombreuses formes, apparaît chez les personnes à partir de 50 ans. À travers ce reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel, la vie de Jean-Joseph, touché par cette maladie, vous sera présentée en cette journée mondiale contre la maladie de Parkinson. Jean-Joseph Ranev, plus connu sous son pseudonyme Gigi, à 73 ans, il a été le président de Faucontin du quartier des 67 hectares nord-ouest depuis 12 ans. Cependant, en 2022, il a été contraint de démissionner suite à sa maladie. Selon lui, cela avait commencé par le tremblement de ses mains, puis ses pieds. Après avis médical, il a été diagnostiqué atteint de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson entraîne également des changements dans la personnalité du patient. En effet, ce dernier devient maladroit, irritable. Il a également des troubles de sommeil et de la constipation. Gigi, pour sa part, raconte qu'il pleure facilement depuis. Lorsque la crise frappe, Gigi ne peut plus bouger et cela dure environ 15 minutes. Pendant les 2 ans et demi où il a été malade, sa famille a toujours été là pour le soutenir. La cause de la diminution de la dopamine qui entraîne la maladie n'est pas encore définie. Il est donc impossible de prévenir la maladie, soutient le docteur Julien Razafmaïev, neurologue interniste à Befelataan. Il n'y a pas de remède pour cette maladie jusqu'à présent, mais il existe des médicaments pour soulager le malade. Gigi dépense environ 130 000 arrières par mois pour ces médicaments. Selon les statistiques, il y a plus de 8,5 millions de personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde. On n'a pas encore de chiffres exacts à Madagascar, précise le docteur Julien Razafmaïev, mais environ 3 personnes par semaine viennent consulter pour être diagnostiquées. L'association Parkinson Madagascar compte actuellement 200 membres. Gigi exhorte tout un chacun à ne pas hésiter à consulter un médecin s'il y a des changements dans leurs conditions physiques, car selon lui, c'est difficile de vivre avec cette maladie. Et 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 471 tests effectués ont été recensés sur la période du 1er au 7 avril 2023 selon le bulletin sur la situation épidémiologique publié par le ministère de la Santé publique. Ces cas sont répartis dans 5 régions, dont 16 nouveaux cas dans la région Analamang, 28 dans la région Vaknakarach et un cas respectivement dans les régions Anos, Diana et Matiachambun. Il y a donc actuellement 43 cas actifs dans tout le pays. Aucun décès n'est à déplorer. Il n'y a pas de patient qui présente la forme grave de la maladie. Et concernant les actualités sportives, les Malgaches continuent de prier et d'apporter de bons résultats en judo. Laura Rassouanev, la jeune judokate malgache, a remporté 2 médailles d'or durant l'Open d'Afrique qui s'est déroulé à Luanda, en Angola, la semaine dernière. Vendredi, elle a décroché une médaille d'or dans la catégorie junior des moins de 70 kg et dimanche dernier, une autre médaille d'or dans la catégorie senior des moins de 70 kg.
Il s'agit des 4e et 5e médailles remportées par le judo en un mois, plaçant Laura Rassouanev dans le top 3 mondial de cette discipline. En effet, cette jeune judokate malagasy a déjà remporté 2 médailles d'or lors de l'Open de Tunis, ainsi qu'une médaille d'or et une médaille bronze durant l'Open d'Alger au mois de mars dernier. Et après cette compétition, Laura Rassouanev se prépare déjà pour le championnat du monde de la catégorie senior qui se déroulera à Doha le 7 mai prochain. Place maintenant aux actualités internationales. L'armée russe contrôle plus de 75% de la ville de Bakhmout, a déclaré lundi 10 avril le chef de l'administration installé par Moscou dans la région de Donetsk, dans le cadre de l'offensive en Ukraine, décrite par la Russie comme une opération militaire spéciale, mais dénoncée par Kiev et l'Occident comme une invasion. France 24. En tenue de combat, il s'est rendu lui-même sur les lieux. Ce lundi, le chef des séparatistes de Donetsk, Denis Pochiline, a sillonné le centre de Bakhmout, complètement détruit par la guerre. Occasion pour lui de se mettre en scène. Dans une vidéo dont la date et le lieu restent à confirmer, l'homme du Kremlin affirme que son armée contrôle plus de 75% de la ville. Voici Bakhmout, que nous appelons Artyomovsk, en train d'être libéré par les soldats de Wagner. L'ennemi n'épargne pas la ville, ni les siens, et les pousse au hachoir. Depuis l'été dernier, Bakhmout est le théâtre d'affrontements sanglants entre les armées russes et ukrainiennes. Pour Moscou, gagner cette bataille faciliterait de nouvelles offensives à travers l'Ukraine, là où pour Kiev, la ville en ruine n'a plus qu'une valeur symbolique. Mais l'armée ukrainienne ne cesse de se perfectionner. À quelques kilomètres de Bakhmout, ses soldats continuent de s'entraîner. Au milieu d'armes assourdissantes, Oleksandr, lui, en détient une beaucoup plus discrète. Sa mission, piloter des drones au-dessus de l'épicentre des combats. Résultat, il a réussi à découvrir un char russe à 2 km de leur position. Avant l'utilisation des drones, les calculs étaient faits par des géomètres. L'homme devait se placer en hauteur avec un trépied et des jumelles d'artillerie. Il devait regarder puis donner des angles de correction à l'artilleur et effectuer des modifications. Aujourd'hui, grâce aux drones, l'artilleur peut voir et ajuster le tir en temps réel sur la cible. Ces derniers mois, les troupes russes ont progressé au nord et au sud de Bakhmout, coupant plusieurs routes d'approvisionnement ukrainiennes. Depuis quelques jours, elles semblent progresser dans le centre, nourrissant à nouveau les spéculations d'un retrait ukrainien imminent. Ensuite, face aux décombres de l'immeuble soufflé dimanche 9 avril à Marseille, l'espoir fondeur en heure de retrouver des survivants alors que 2 personnes sont toujours portées disparues et les enquêteurs sont désormais sur site pour comprendre les causes de l'explosion à l'origine du drame. Toujours avec France 24. Cette grue évacue les gravats lentement et minutieusement. Un trou béant remplace désormais l'immeuble de 4 étages qui s'est effondré au 17 rue de Tivoli dimanche soir. Sur place, les marins-pompiers poursuivent leur course contre la montre et gardent l'espoir de retrouver des survivants. Ce qui est difficile, c'est que c'est un travail de minutie, parce que en fait, ce sont des blocs de béton, de gravats qui sont à déplacer. Et donc de les manipuler avec précaution pour ne pas abîmer les victimes qui seraient en dessous. Et une fois que les gros blocs ont été déplacés, en fait, à la main, les sauveteurs parfont le déblaiement pour essayer de trouver la victime et sans risquer d'aggraver son état. Plusieurs habitants sont toujours portés disparus. Pour les retrouver, plus d'une centaine de marins-pompiers sont mobilisés 24 heures sur 24, accompagnés d'une brigade canine et d'architectes pour surveiller les immeubles mitoyens. On a 43 immeubles évacués, ce qui représente à peu près 200 personnes. 150 ont retrouvé des propositions de logement par leur famille ou par des amis. Enfin, ont trouvé des solutions. Une cinquantaine sont pris en charge par les services de la ville depuis le début. Des études sont en cours pour savoir si ces appartements évacués pourront être réintégrés prochainement. Les experts judiciaires, eux, débutent leur travail pour tenter d'identifier les causes de l'explosion. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour homicide involontaire.
Et aux États-Unis, un tireur a ouvert le feu lundi dans une banque de Louisville. Il a tué au moins 4 personnes et fait au moins 9 blessés avant d'être abattu, ont annoncé les autorités de cet État du centre-est des États-Unis. France 24. Des dizaines de policiers se sont rassemblés dans les rues de Louisville. Ils enquêtent sur le drame survenu tôt lundi matin. L'assaillant de 23 ans, Connor Sturgeon, était un employé de la banque où s'est déroulée la fusillade. Une scène terrifiante, selon ce témoin. Nous avons une salle de repos. J'y suis entré et j'ai fermé la porte pendant une seconde. Et puis j'ai entrouvert la porte pour voir où il se trouvait et je l'ai vu tirer encore et encore. Quelques minutes après le premier appel d'urgence, la police s'est déployée sur les lieux. Le tireur serait mort après plusieurs échanges de tirs avec les forces de police dans les locaux de la banque. Pour le moment, personne ne sait exactement ce qui l'a tué. Ému après la tuerie, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a tenu à exprimer sa profonde tristesse. C'est horrible. J'ai un ami très proche qui ne s'en est pas sorti aujourd'hui et un autre ami proche qui ne s'en est pas sorti non plus. Un autre est à l'hôpital. J'espère qu'il va s'en tirer. Donc, quand nous parlons de prier, j'espère que les gens le feront. La réaction du président américain Joe Biden ne s'est pas fait attendre. Dans un tweet, il appelle le Parti républicain au Congrès à des lois plus strictes sur les armes à feu. Cette dernière tragédie survient seulement 2 semaines après la fusillade dans une école primaire de Nashville qui avait fait 6 morts. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.